Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue sur le podcast Prof de droite, le podcast qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique, dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Et si tu n'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, ne commence pas à aller sur les réseaux sociaux poster ton commentaire négatif, on s'en fout, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Prends-moi donc un bretzel et je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Voilà pour l'introduction de ce podcast, le premier je l'espère d'une longue série, je m'en vais de ce pas vous le présenter. C'est le premier podcast, donc comme de juste, je vais me présenter puis présenter les objectifs que je poursuivrai avec vous à travers ce podcast que vous serez, je l'espère, nombreux à suivre. Il est important, je pense, que vous puissiez vous faire une idée aussi précise que possible de qui je suis, même si pour le moment du moins vous ne verrez pas ma trogne. Je vais laisser libre cours à vos imaginations endormies, puisque vous ne les laissez jamais travailler. Suivant la réception de ce podcast, je verrai où les combats que je souhaite engager me mèneront, puis je déciderai si je le poursuis à visage découvert. Me battre pour mes idées ne me dérange absolument pas, à condition de ne pas être seul d'une part et de ne pas avoir pris un peu de recul, d'avoir un petit plan B en cas de tentative de meurtre social, puisque c'est comme ça que cela s'appelle. Et c'est comme ça que cela marche aujourd'hui. Mais il était essentiel, je pense, qu'aujourd'hui une voix de prof avec un discours différent de ce que vous entendez en général, vous le verrez, se lève, et ce que vous soyez ou non d'accord avec ce que je vais avoir à vous dire. Je suis un prof, un amoureux de la France, de l'enseignement, un passionné de nature et de sport. Ce qui est très important, vous le verrez dans la construction de ma psyché, comme on dit, et puis ne dit-on pas d'ailleurs un peu vite qu'on a le physique de ces idées. Et je suis un lecteur avide des lectures qui sont ou ont pu être d'absolument tous bords, donc ne cherchez pas tout de suite à me mettre une étiquette si vous en voulez à tout prix une. Je vous en donnerai une en conclusion de ce podcast. Physiquement pour le moment, je n'en dirai pas plus. Mon père, ce héros au visage si doux, hashtag cite à la ref, à qui je dédie ce podcast, ne s'énervait lorsque j'étais chiard que d'une chose, le mensonge. Je crois qu'il m'a trop transmis ce trait et aujourd'hui mon goût exacerbé pour la nature et les animaux, j'en ai déjà parlé, qui comme les enfants auxquels j'aime tant faire classe ne sont pas calculateurs, quoique, mais tout de même bien moins que ce monde des adultes qui est parfois si exécrable pour parler comme un adolescent gogol, ce que je ne pense pas être. Voilà, le fait que je déteste les mensonges m'a donné une vision différente de la majorité des profs, une vision que je souhaite partager et dont je souhaite discuter plutôt que débattre, car débattre est malheureusement devenu aujourd'hui défendre de manière sourde un point de vue que l'on a déjà adopté. Et ça n'est pas du tout mon but. Ceci plus une société qui ne me ressemble pas et crache en permanence sur ce qui est beau. Et je rappelle au passage, tant pis pour vous, que le beau n'est pas subjectif. Coucou Combini. Le beau n'est pas subjectif. Cette émission, puisqu'ici on essaiera au maximum de parler français, I can speak English too if you want, but motherfucker. Une petite heure à écouter en voiture, quand vous faites du sport, quand vous marchez, lorsque vous êtes en transport en commun. J'en ai marre que les profs passent pour des serpillières se laissant marcher dessus. Je souhaite promouvoir un corps sain dans un esprit sain, un objectif beaucoup trop oublié de notre métier, de mon métier en tout cas, soutenir le travail d'hommes et femmes que j'apprécie qui se battent aujourd'hui parfois à contre-courant. Mais n'ayons pas peur, car si l'on suit la doctrine catholique, et c'est pas grave si vous ne la suivez pas, mais en tout cas sachez juste que se battre à contre-courant, il n'y a rien de plus noble. C'est aussi, d'un point de vue personnel, une excellente façon pour moi d'organiser mes pensées, de faire entendre en anonyme pour le moment une voix de prof comme on n'en entend jamais, alors que, croyez-moi, sur parole,
Les jeunes profs qui pensent comme moi, qui partagent la majorité de mes opinions, sont de plus en plus nombreux. Et cela, selon moi, doit vous rassurer vis-à-vis des horreurs. Parce que vous savez que les news, les nouvelles, c'est plus vendeur quand c'est horrible. Vous le savez. Voilà, ces horreurs que l'on entend trop souvent sur l'éducation nationale. Je ne veux plus que vous n'ayez que ça en tête. Vous avez besoin d'entendre autre chose qui essaiera d'être positif. Le podcast sera donc un travail très intéressant pour moi. Et ne dit-on pas d'ailleurs que bien souvent le prof apprend lui aussi de ses élèves. Donc c'est pour cela que j'attends également vos retours. Je souhaite m'astreindre à une discipline de pensée que les parents ou futurs parents, et on va rappeler tout de suite que la famille, vous parents qui n'êtes pas profs, vous êtes bien évidemment conviés à ce podcast puisque vous êtes les premiers éducateurs, vous qui êtes parents. Donc, et nous avons parlé de la notion de communauté éducative justement, dont vous faites partie. Je souhaite que vous sachiez ce que vivent ou vivront vos enfants et ce que vivent les profs à l'école. Je souhaite encore promouvoir le goût de l'effort et nous allons parler de la beauté de la France aussi, c'est important. Nous aborderons les problèmes des profs tout en défendant bien sûr toutes les autres professions valables et vertueuses et en clamant haut et fort, là encore vous n'entendrez pas beaucoup de profs vous le dire, que nous ne sommes pas les plus à plaindre, que notre métier est beau, merveilleux, magnifique et qu'en plus pour tout ce qui est négatif qui existe, nous sommes responsables en grande partie de la merde dans laquelle certains profs peuvent être aujourd'hui. Et donc on va se battre contre ça. On va aussi rappeler aux profs la notion de neutralité politique. Encore plus, et on va dire que là c'est moi qui suis subjectif, peut-être lorsqu'il s'agit de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles. Ça a un nom, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge. Je reconnais que c'est un peu long. Et au pire, vous en faites pas, ce sera plus court. Pédocriminalité. Voilà. Les profs qui se permettent d'enseigner à des enfants de 3 à 10 ans des valeurs totalement antinaturelles, ce que je pense de vous. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique des profs, ainsi que de nos élèves, ne pas leur balancer ces dictats moraux encore plus, et j'insiste, et je ne le répéterai jamais assez, lorsqu'il s'agit de dictats moraux non essentiels, ou non naturels plutôt. Il y aura peut-être des hors-séries pour présenter des auteurs qui m'ont marqué, des analyses de films ou des événements d'actualité, même si on va le voir, je vais essayer, à part dans ce tout premier podcast, de ne jamais aborder ce point de l'actualité, car il est extrêmement anxiogène, vous prive de votre envie d'action à votre niveau local, alors que c'est lui qui est essentiel et que tout ce qui est à l'autre bout du monde, vous n'y pouvez rien. Si vous voulez rejoindre une association qui va aider sur un point à l'autre bout du monde, allez-y. Mais ne passez pas 1 heure à pleurer sur les informations de choses sur lesquelles vous n'avez aucun levier. Vous verrez donc ce qui a construit le cerveau de celui qui vous parle aujourd'hui. Oui, je parle de moi à la 3e personne. Et Nick. Pour résumer, discussion, esprit critique, en voie de disparition, et nous allons lutter pour le retrouver. Une mentalité positive, sortie de la torpeur, de la négativité, de la pensée unique, et enfin, passage à l'action. Ce podcast, vous l'avez peut-être déjà compris, sera légèrement salé, sans langue de bois. Il aura pour but ultime de faire évoluer l'école vers un modèle que j'espère beaucoup plus sain. Ce podcast sera bimensuel, pas bisexuel. Il sera préparé bien entendu en amont, mais cependant, sachez que je ne ferai pas de travail de redécoupage. J'ai beaucoup trop de projets à mener à bien dans cette vie. En plus du podcast, j'espère donc que vous pardonnerez les bégaiements, les égarements, les prises d'eau et de caféine lors de l'enregistrement pour l'authenticité que cela apportera au podcast, qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Donc ne vous attardez pas s'il vous plaît sur les bégaiements et sur les petites scories verbales, puisque c'est comme cela que ça s'appelle. Je vais me permettre une petite aparté sur le Covid-19 et faire ce que peu de profs, peu de gens même, sont capables de faire et présenter
mes plus plates excuses concernant le premier confinement, où, je l'avoue, même si je déteste ce mot, j'ai queuqué. Je déteste ce mot. Aujourd'hui, nous savons tous que le Covid était un scam immense, mais surtout, il nous faut, nous profs et parents, même si vous n'avez pas eu le choix, j'en suis parfaitement conscient, il faut que nous prenions conscience de l'horreur de ce que nous avons fait subir aux enfants, de l'impact que ça a eu, que ça aura sur les jeunes générations qui ont connu cette période, notamment au niveau de la construction de l'empathie. De 3 à 10 ans, les enfants construisent leur capacité d'empathie et nous l'avons éclaté. C'est notre faute, ni oubli ni pardon, c'est valable pour moi également, même si je suis tout de même fier d'avoir fait partie des résistants, avec des petits guillemets, dès le deuxième confinement où je n'ai plus jamais demandé à un élève de remettre son masque. J'ai lutté autant que j'ai pu le faire sur le masque, au moins à l'extérieur, où j'ai même poussé les élèves à retirer leur masque, et j'ai également juré que si jamais nous devions retomber là-dessus, je démissionnerais, ou alors cette fois je désobéirais bien plus. Enfin, objectif ultime de ce podcast, retrouver une communauté éducative soudée. Qu'est-ce qu'une communauté éducative ? C'est l'ensemble de toutes les personnes, de tous les adultes qui vont avoir un rôle pour l'éducation de votre enfant, de vos enfants, des enfants d'une manière générale. Donc les parents, les profs, les médecins, tout ce qui concerne les ministères. On en parlera, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais nous en parlerons. Et les médecins, les profs, les parents, etc. Petit plan de cette émission. Alors, nous allons éviter autant que faire se peut les anglicismes, donc nous allons tenter de ne plus parler de podcast, même si ça ne va pas être facile. Plusieurs parties, donc 10 nouvelles affreuses, sélectionnées franchement au pif, pour vous faire comprendre l'urgence justement d'arrêter de vous nourrir de l'actualité sordide, de vous reprendre en main, de vous concentrer sur ce sur quoi vous avez des leviers d'action, c'est-à-dire vous, votre entourage proche, le niveau local, là où vous vivez, et vous n'irez que mieux. Je vous en donne déjà la conclusion. Ce sera notre première partie. Deuxième partie, un point d'éducation, le point central de ce podcast, et qui servira à tous. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être professeur pour en tirer du positif, en tirer de la connaissance. Troisième partie, le résumé et l'analyse d'un ouvrage. Aujourd'hui, ouvrage essentiel 1984. Un article scientifique sur le thème global de l'éducation. Aujourd'hui, comment apprendre à votre enfant, vos élèves à apprendre. Ce sera notre quatrième partie. Cinquième partie, une news positive. Sixième partie, une citation à méditer. Septième partie, une question personnelle. Oui, je sais, c'est le premier podcast. Il n'y a pas de questions personnelles, bien entendu, mais du coup, nous allons un peu parler du merveilleux logo de cette émission. Et dernière partie, un nouveau mot à implémenter à votre lexique, puisque nous allons voir aujourd'hui l'intérêt de l'enrichir toujours et de ne surtout jamais accepter de l'appauvrir. Première ritournelle, puisque nous avons dit que nous allons parler français, donc nous n'allons pas utiliser le terme jingle, et comme on va faire 10 news dégueulasses, je me permets de vous faire une fausse note. Voilà, c'était cadeau. Donc, 10 raisons pour une politique de soi. C'est comme ça que vous devez voir ces 10 nouvelles affreuses. Pas dans le but de vous démoraliser, mais de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, vous devez à tout prix revenir à ce niveau local. Sortez. Arrêtez de vous nourrir de manière toxique des horreurs que vous ne maîtrisez pas, qui ont lieu à l'autre bout du monde. Surtout, sortez de ces infos déprimantes qui vous laissent dans l'inaction. Voire bien pire, donne ce qu'on connaît aujourd'hui, un taux de suicide bien trop élevé et une prise d'anxiolytiques absolument ahurissante dans ce pays. L'analyse sera très rapide, ne vous attendez pas à ce que je rentre dans les détails de ces news. N'attendez rien de ces clowns, journalistes, politiques, groupes,
détruisant par leurs idées la nature premièrement, et encore plus quand ils prétendent la défendre. Les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Je vous laisse chercher de qui je tiens cette magnifique citation. Et la nature humaine, en premier lieu, se trouve détruite par tous ces abrutis. Dernière chose, je suis coupé des news quasi totalement depuis 7 ans, pas de télé, jamais de chaîne d'infos classique. Et pourtant, je suis encore trop informé à mon goût, malheureusement. Ne m'en veuillez pas donc si certaines de ces nouvelles provoquent de l'émotion dans ma voix, quand on n'a pas l'habitude, et encore plus en lisant à voix haute. Et sachez que ce podcast, je ne me suis entraîné qu'une fois à le faire, donc c'est la 2e fois seulement que je lis ces news à voix haute. Donc ne m'en veuillez pas si je finis par avoir un peu de mal. Première news, vous connaissez peut-être la pétition de Libé et du Monde de 1977 sur la pédophilie. En 1977, donc, une pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants a été publiée dans Le Monde, mais aussi dans Libération. Elle était rédigée par Gabriel Matzneff. Elle était notamment signée par Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland Barthes, Jack Lang ou encore Bernard Kouchner. N'attendez rien de ces gens-là. 2020, il y a une suite. La raison, un livre publié en 2020, par Vanessa Springora, par ailleurs éditrice, intitulé Le consentement, sorti donc en 2020, et j'ai vu qu'un film a été fait en 2023, mais je ne l'ai pas vu, je protège mon âme, je m'en excuse. Dans cet ouvrage, elle raconte sa relation traumatisante avec ce fameux Gabriel Matzneff alors qu'elle était âgée de 14 ans, et lui 50. Je vous laisse processer ce que je viens de dire. À l'époque, l'écrivain ne cachait rien de ses pratiques pédophiles, tant dans ses livres qu'à la télévision, où il pouvait être reçu avec complaisance. L'article parle d'un extrait vidéo exhumé par l'INA, que vous devez connaître, c'est un peu leur job, d'exhumer des vidéos qui datent d'une autre époque, nous allons dire. Donc, un extrait de l'émission littéraire Apostrophe datant de 1990 où l'on voit Bernard Pivot demander à Matzneff pourquoi il s'était spécialisé dans les lycéennes et les minettes. Déjà, qui pose cette question sans trembler du menton ? L'écrivain de répondre, pire encore, qu'une fille très très jeune est plutôt très très gentille. Autour du plateau, seule la journaliste québécoise Denise Bombardier arrive à protéger son âme et s'indigne des propos tenus. « Oh, ça va, il y a prescription », disaient les défenseurs en 1990, en 1977. Mais pire donc, toujours Libé 2020, allez lire l'article en diagonale seulement pour préserver votre âme, je vous en conjure. Titre, Matzneff, les signataires de la pétition pro-pédophilie de 1977 ont-ils émis des regrets ? J'épargne à certains la lecture de cet article nauséabond. Non, pas tellement de regrets. La libération sexuelle, c'est trop bien. Ici, on le dira évidemment sur tous les tons et sans demi-teinte, pas touche aux enfants. Et ça vaut également pour leur cerveau en voie de construction. Si on mesure l'état de santé d'une société aux soins qu'elle prend de ses enfants, on comprend de suite la mauvaise santé mentale, physique et spirituelle de ce pays. Ne peut-on donc pas parler d'apologie de la pédocriminalité ? Je vous laisse avec la question, je ne fais que la poser. Ouest France, juillet, mois auquel j'enregistre. 4 mois de sursis pour avoir tiré sur son chien. Donc, le chien d'un propriétaire a attaqué les moutons du voisin et plutôt que d'assumer que c'est toi qui as fait de la merde, puisque c'est toi qui es censé avoir la responsabilité, mot que tout le monde oublie, de ton chien, c'est à toi de te présenter au propriétaire des moutons, de t'excuser platement de la connerie de ton chien et d'assumer et de réparer le préjudice. Mais comme dans cette société, plus personne n'est responsable, plus personne n'assume ses actes et plus personne n'admet avoir un certain devoir envers les autres, il s'en est pris à son chien. Il lui a tiré dessus. Je vais vous parler tout de suite de l'équilibre de la justice selon Aristote. Tu tues, on te tue. Tu violes, on te stérilise. Ça me semble être un début de solution.
Merci Aristote. Mais non, lui, il a eu 5 ans d'interdiction de détenir un animal. 5 ans, si tu perds tes nerfs et que tu mets par grosse bêtise un coup de pied à ton chien, on te retire ton chien, on te prive 5 ans d'avoir un animal domestique, pourquoi pas, je veux bien en discuter. Par contre, tu tires sur ton chien, c'est plus jamais d'animal. Je veux bien être pour les secondes chances, pas là. Alors, news encore plus fraîche. Enfin, est-ce que le vieux était frais? Je n'en sais rien. Donc Joe Biden, notre cher Joe Biden, a décidé de ne pas se présenter à la prochaine élection américaine. Est-ce que c'est un scam parce qu'il savait qu'il allait perdre et qu'il fallait à tout prix que le Parti démocrate trouve une excuse pour nous placer un démocrate à la tête de ce pays? Voilà, je vous laisse en discuter. Ce qui est négatif, c'est plutôt qu'il a gouverné 4 ans, la plus grande puissance mondiale. Toujours juillet 2024, un éminent chercheur et médecin hongkongais dont je ne vais pas m'amuser à prononcer le nom, c'est un article de 20 minutes où l'on lit qu'il a combattu les virus les plus dangereux sans nous dire lesquels, avertit qu'une nouvelle pandémie est inévitable. C'est bien, le marché de la peur et de la débilité se porte à merveille. Complètement con par ailleurs, bien sûr que l'humanité vivra d'autres pandémies. Dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, on s'en fout, vivez, merde. Nouvel article du Monde. Premiers Jeux Olympiques e-sport en Arabie Saoudite. La monarchie pétrolière qu'est l'Arabie Saoudite renforce un peu plus son poids dans le sport mondial, elle qui multiplie l'accueil de compétitions sportives et e-sportives et doit être officiellement désignée comme pays hôte du mondial 2034 de football. Mais surtout, n'oubliez pas, les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 vont avoir lieu en Arabie Saoudite. C'est formidable. Et ça lâche de grosses valises de billets en soum-soum, renseignez-vous, à nos dirigeants qui derrière vont vous demander d'arrêter de vous chauffer chez vous, et pour que ma voiture, quand il fait trop chaud, que j'ai l'outrecuidance d'écouter un super podcast avec un volume à 20, m'annonce une surchauffe pour abaisser le volume à 15, parce que ça doit beaucoup aider la planète, hypocrisie, tout ça. Le monde encore, pourtant... Et c'est le monde, hein. Donc, un tiers de ce pays a voté pour un parti qui s'appelle le RN, le fameux parti fondé par les nazis. Bon, c'est un argument de merde, déjà c'était le FN, et oui, il y a eu une brebis galeuse qui s'appelait Pierre Bousquet, qui faisait partie de la Waffen-SS. Pour ceux qui lancent cet argument sans même savoir de qui il s'agit, sans être capable de donner son nom, c'était Pierre Bousquet, effectivement, mais pour le reste de ceux qui ont fondé ce parti, il s'agissait de résistants à qui vous devez d'avoir un pays libre. Est-ce que ça balance, ça contrebalance? On s'en fout, c'est absolument pas le sujet. Quel parti n'a pas de brebis galeuse, comme dirait Coluche? Mais, y a pas de mais. Donc, le Monde dit que le RN se plaint d'un déni de démocratie, puisque un tiers de la population vote pour eux, mais qu'il n'y a pas un poste d'importance qui leur sera donné au Conseil constitutionnel. On s'en fout. Je vous dis, on s'en fout. Parlant de nazis, Libération encore. Libé nous annonce qu'une candidate communiste, dont je me fous du nom, est toute proche de Matignon. Résumons, être partisan RN, parti de droite et certainement pas d'extrême droite, pour ceux qui sont honnêtes, est presque un crime pour ces gogoles. Un crime donc commis par un tiers de la population de ce pays, mais être communiste, un parti aux résultats dégueulasses ces dernières décennies, flemme de chercher les chiffres exacts, allez-y, je vous laisse faire vos recherches, qui est surtout l'idéologie politique la plus meurtrière de l'histoire, jusqu'à 100 millions de morts si on prend les chiffres un peu élevés, mais je vous laisse aller voir même la fourchette basse, vous allez halluciner. Ça ne pose de problème à personne, on peut se réclamer du communisme, c'est absolument pas un souci. Bon, vous aurez compris que je ne fais pas partie des profs coco. RFI, les trans se plaignent de l'insécurité.
Oula, je relève comme une petite dissonance ici. Il me semblait que les trans étaient plutôt dans un parti qui nous dit que l'insécurité n'existe pas. C'est bizarre. Bizarre. RFI, ça semble être un média très bizarre. France 3, une membre du RN, Anne-Sophie Frigou, écrit sur Twitter: lors du débat sur France 3, j'ai évoqué les 120 attaques au couteau par jour en France. Pour la candidate macroniste Laure Miller, ce sont des gens qui se blessent au couteau dans leur cuisine. Peut-on être plus hors sol et déconnecté de la réalité ? Analyse extrêmement rapide. C'est déplorable d'un côté comme de l'autre. C'est d'une bassesse qu'on ne retrouve même pas dans les cours de récréation. Dernier article, parce qu'on souffle, j'en ai marre. La Croix, je vais vous le lire, on va dire que je le trouve rigolo. Les récentes actualités autour du lycée Stanislas à Paris ont braqué les projecteurs sur une réalité gênante pour l'enseignement catholique, son caractère de plus en plus élitiste. Certes, il peut sembler légitime de former des sujets de haut niveau nourris par des valeurs chrétiennes capables de prendre ensuite des responsabilités. Pour autant, est-il chrétiennement tolérable de voir les populations les plus fragiles, les moins favorisées, laissées de côté par les écoles catholiques ? Cela est-il compatible avec la doctrine sociale de l'Église et l'option préférentielle pour les pauvres ? L'enquête menée par la Croix toute cette semaine montre bien que la réalité est plus complexe. Dans de nombreuses écoles catholiques, surtout en région, des efforts sont faits pour tenir compte de la situation de chaque enfant. Une vraie attention est portée aux difficultés familiales et sociales. Cela étant, on ne peut nier certains facteurs structurels. Les établissements religieux sont souvent en centre-ville, le catholicisme est plus présent dans les catégories sociales favorisées. Il est difficile d'obtenir l'autorisation d'ouvrir de nouvelles écoles en banlieue. Le nivellement par le bas arrive donc aussi dans l'enseignement catholique, où l'on accepte de baisser ses standards, ses valeurs, et où l'on finit même par sous-entendre que élitisme, c'est un gros mot. Là aussi, on souffle. Bilan de tout ça, vous l'avez vu, c'est le cirque de l'extrême droite à l'extrême gauche. Regardez une seule vidéo, si vous en avez encore le courage, du Sénat pour terminer. Je vous assure, encore une fois, que mes élèves sont plus dignes que cela, car à leur âge, il se trouve que les parents, comme moi, pouvons leur apprendre la discussion d'opinion et la dignité que n'ont pas ces merdes. Arrêtez de vous perdre à les regarder, revenez à vous, à votre famille, au local, à vos projets personnels ou communautaires, ce qui n'est pas un gros mot dans ma bouche, et vous irez mieux. Nouvelle petite ritournelle, cette fois-ci, nous allons essayer de faire un bel accord. Un jour, j'aurai de beaux jingles, où nous avons dit des rengaines ou ritournelles en français. Première partie, donc. La bienveillance dans l'éducation. Qu'est-ce que la bienveillance ? C'est vouloir du bien aux autres, manifester gentillesse et compassion, vouloir aider, soutenir, promouvoir le bien-être d'autrui. Côté éducation, il s'agit d'être empathique, de reconnaître et soutenir les besoins de chacun. On vise là aussi le bien-être et le développement global de l'élève. Mais qu'est-ce que le bien-être de l'élève dans notre idéal de formation du futur adulte qui devra faire société ? Il était une fois, dans une France pas si lointaine, une école qui se donnait le droit de corriger les enfants en cas de pas de travers ou de poussée subite d'un poil ou d'un baobab pour certains au milieu de la main. Ce qui n'implique pas de violence physique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et au risque d'ailleurs de vous surprendre parce que certains vont voir le logo prof avec des gants de boxe. Non, je suis opposé à absolument toute violence physique contre un enfant. On pourrait peut-être avoir une discussion intéressante sur en cas d'exception majeure et absolument maîtrisée, puisqu'un parent ça se maîtrise, mais nous trouvons, en tout cas certains, trouvent trop normal de lever la main sur un enfant pour lui apprendre, parce que c'est comme ça que nous on a appris que du coup on est bien gna gna gna. Vous connaissez les disquettes. Or, votre patron ne fait pas pareil avec vous pour vous apprendre votre travail, du moins je vous le souhaite. C'est un débat qui pourrait être très intéressant. Une discussion.
Ce modèle, ou le modèle éducatif du début du XXe siècle n'était pas parfait. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Beaucoup d'élèves quittaient l'école jeunes sans savoir lire parce qu'ils savaient que du travail les attendait dans le monde qui était encore rural. En 1900, il y avait 20 à 30% d'analphabètes dans notre pays. Voilà un petit argument pour les profs à qui on répète que c'était mieux avant, que les élèves étaient toujours meilleurs avant. On avait entre 20 et 30% d'analphabètes en 1900. Et même en 1960, ils étaient encore 5 à 6%, alors qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'analphabètes. On est à moins de 1%. En revanche, il semble que l'on puisse dire que pour ce qui est du respect, effectivement, on l'inculquait mieux avant. Mais là aussi, ce sont les profs, j'ose le dire, qui sont responsables. Il nous suffirait de redevenir, surtout dans la petite enfance, beaucoup plus ferme concernant tout ce qui est posture, tenue, politesse. J'entends tellement de profs aujourd'hui devenus faussement bienveillants qu'ils ne reprennent pas, pour un exemple tout simple, un élève qui leur dit « Eh maîtresse, je peux y aller aux toilettes ?» Mais c'est pourtant pas difficile, Mathéo. Écoute, mon loulou, déjà tu vas me reposer ta question correctement et sans oublier les formules de politesse. Et voilà comment on redonne aux enfants le goût de la progression, de la tenue, et comment on est réellement bienveillant pour eux en voulant le meilleur et leur progression pour qu'ils deviennent toujours meilleurs. Alors qu'aujourd'hui, vous allez entendre des profs dire « Oh, c'est pas grave !» Et c'est le cas également pour les fautes d'orthographe. Aujourd'hui, on ne corrige plus, on ne met plus les élèves face à leurs erreurs, ce qui est pourtant essentiel dans une éducation de haut niveau élitiste. La bienveillance, c'est donc vouloir le meilleur pour nos élèves, vouloir qu'ils deviennent meilleurs en les reprenant chaque fois que nécessaire, sans tomber dans la psychose non plus, évidemment. Ce n'est certainement pas dans ma définition laisser faire ou laisser vivre. Il faut remettre de la structure, du goût de l'effort, de l'ambition dans la formation, et seulement alors nous serons réellement bienveillants. Nous devons remettre de la compétition saine, de l'émulation, par l'envie de réussir, retrouver le goût de la curiosité, qui passe aussi par le fait de ne pas se satisfaire de ce que l'on a, de ce que l'on sait, en disant « Ok, c'est pas grave, je sais pas ça, mais c'est pas important ». Tout est important, surtout quand il s'agit de progresser, dans la réelle notion de progrès, de faire progresser l'humanité. Je parle de l'école, mais tout cela est valable pour vous, parents à la maison, pour vous, futurs parents, pour vous, personnes âgées curieuses de savoir ce qu'il en est aujourd'hui de l'éducation. Vous êtes les premiers éducateurs des enfants, c'est à vous, avant même l'école, de réaliser ce travail pour que vos enfants maintiennent, développent des valeurs saines, naturelles, apprennent à aimer, apprendre et restent curieux. Ceci quitte à les remettre dans le droit chemin quand le besoin s'en fera sentir. Vous serez alors extrêmement bienveillant, vous pourrez marcher la tête haute et votre ou vos enfants vous le rendront. Fin de cette première partie, nouveau petit jingle. Deuxième partie donc, puisqu'on ne va pas compter ces 10 nouvelles horribles. Nous sommes à la deuxième partie. Le livre et le film 1984 que je vous invite à vivre. Nous allons revoir la notion d'appauvrissement de la langue de l'orthographe et où l'on continue à applaudir. C'est pas grave de faire des fautes, même chez les profs. On va être contre le contrôle de la population. Wouhou, la période Covid, on peut vous faire un petit coucou, on est en plein dedans. Et ce livre va être une attaque contre l'extrême gauche autant que contre l'extrême droite. Bref, résumons. Des guerres entre les 3 grandes puissances mondiales, qui sont nommées dans ce livre l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia, divisent un monde alternatif depuis les années 1950. Les faits et gestes de chaque citoyen sont strictement contrôlés par une stratégie totalitaire sans limite. Des écrans interactifs installés partout surveillent la population. Le tout est compilé, changé, retravaillé dans une ribambelle de ministères spécialisés. Si ces nouvelles changées, retravaillées vous font là encore penser à la période Covid,
c'est peut-être normal. Retravailler ces faits, c'est le travail de notre héros peu commun, Winston Smith, peu commun donc car d'une banalité extrême physiquement comme mentalement, il n'a rien d'un héros jusqu'à la fin du livre. Il travaille au ministère de la vérité, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent, ministère qui s'appelle vérité, où sa tâche est de réécrire les archives afin de les faire correspondre à la version officielle du parti dirigeant du moment. Sur le mur extérieur se trouvent les 3 slogans du parti: la guerre est la paix, la liberté est l'esclavage, l'ignorance est la force. Bizarre encore, cette inversion des termes et des valeurs, je la connais, je la retrouve dans notre monde. Étonnant. Le monde de Winston va changer petit à petit quand il entame en cachette la rédaction d'un journal intime. Et là, on va voir la violence du contrôle. Il n'a même pas la liberté de son cerveau. Et là aussi, lorsque certains profs se permettent d'instiller justement dans le cerveau de mômes des pensées que les mômes ne sont pas censés avoir à cet âge, c'est ce que vous faites et je serai le premier à vous pointer du doigt. Le roman 1984 fut écrit dans les années 40 par George Orwell et l'on ressent clairement la critique à peine masquée du socialisme national allemand. C'est bizarre, je lui connais un autre nom, mais socialisme national allemand donc, mais aussi et surtout du communisme. Et vous allez voir que je vais pas le lâcher ce parti-là. Le monde dans lequel vit Winston est à quelques inventions près celui de l'URSS. On retrouve les mêmes ressorts dictatoriaux pour asservir le peuple, l'extrême censure de la langue, la réécriture de l'histoire, des points de citoyenneté, coucou la Chine. Là, les citoyens ont des points textiles afin de pouvoir s'habiller. Coucou la Chine et la note sociale. Faites attention que ça n'arrive pas chez nous. Et évidemment, le sens du commun poussé jusqu'à l'écœurement, jusqu'au vomissement de vos tripes, si vous êtes normalement constitué. 1984 partage une autre similitude criante avec le communisme, l'interdiction de la croyance religieuse. Laissez-moi me retrouver. L'interdiction de la croyance religieuse qui va jusqu'à bannir le nom de Dieu partout où cela est possible. Seule doit subsister la foi inébranlable dans le parti, sous peine de lourdes sanctions. Contrairement à ce que vous pouvez entendre, croire en Dieu, je ne parle que de la religion chrétienne qui est la seule que je connais et dont je peux parler. Je ne suis pas un politique qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Croire en Dieu, c'est être inébranlable, attaché à ses racines, et un coup de vent ne déterre pas un arbre profondément enraciné. Ainsi, un homme finira en prison avec Smith pour ne pas avoir su ou pu changer la rime de l'un de ses poèmes, car il ne pouvait ou ne voulait pas faire rimer Rod, qui veut dire tige ou canne, avec God. C'est le poème MacAndrew's Hymn, écrit en 1893 pour votre culture et la mienne par Kipling. Pour rester justement sur Kipling, je me permets le plaisir de vous réciter le poème que je connais de lui, car ma mère, vraie féministe au sens noble du terme, l'avait fait, encadré et accroché dans ma chambre. Donc il fait partie des poèmes que je connais par cœur. Et ce poème s'appelle, attention, cancel culture, tout ça. Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront.
Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà l'un des plus beaux poèmes que je connaisse. Bref, revenons à nos moutons. Smith finit par avoir une liaison, sortir à peine de son conditionnement. Qu'est-ce que le conditionnement ? Vous avez un chemin A, un chemin B, vous laissez une souris, vous l'électrocutez à chaque fois qu'elle veut prendre le chemin B, elle finira par, même si vous retirez les électrodes, ne plus prendre le chemin B. Voilà. Et il va finir par aimer réellement, car l'amour dans ce monde est banni. Les bébés ne naissent plus de l'amour de deux parents, ni même de l'acte d'amour, mais par insémination sans âme, en s'assurant que cela sera bon pour la race. Là, effectivement, on est plutôt sur une immense critique de l'extrême droite et de l'eugénisme. Smith et sa compagne Julia, qui fait aussi partie du ministère de la vérité, le Miniver, entament une liaison dangereuse. Leur monde est gris et indifférencié, tant et si bien qu'un passage est consacré à montrer à quel point Smith est subjugué lorsque Julia galère dans un premier temps à se procurer rouge à lèvres et belle robe, mais surtout se présente comme cela à Smith sous ses plus beaux atours féminins. Remettre de la couleur dans le monde lui permet de retrouver en partie ses esprits, tout comme être capable de nuances, de mesures dans le choix de ses mots. On va reparler de la novlangue, cette manière qu'a le Miniver de supprimer tous les mots, ou en tout cas tous les adjectifs, pour que justement il n'y ait plus la moindre nuance dans ce monde. Pour les élèves, pour vos enfants, pour un exemple tout bête, apprenez-leur que joie et bonheur sont certes des synonymes, mais que l'un des deux a une valence plus forte, et que cela doit vous rendre extatique, pour reprendre l'adjectif utilisé par Jafar. Voilà encore un synonyme avec une valence encore différente, et c'est importantissime. Il récupère ou croit récupérer, puisqu'on l'a dit dans ce livre, il n'y a absolument aucun espoir. Il est trop tard, nous sommes trop avancés dans la déconstruction. Oups, c'est pas ce que je voulais dire. Aussi, une édition du livre de l'ennemi commun qui s'appelle Goldstein, dans ce livre, que va leur donner O'Brien, que Julia et Smith pensent être dans leur camp, mais pas Julia, qui va se méfier de lui. Donc est-ce qu'on peut parler d'intuition féminine naturelle, c'est intéressant, mais qui n'est en réalité, O'Brien, il n'est en réalité que la caméra de surveillance inhumaine qui va tous deux les mener tous deux à leur perte définitive. L'ouvrage devait leur ouvrir l'esprit, ou à tout le moins leur donner un nouveau point de vue. Smith commence à dévorer ce livre et à s'y intéresser très grandement quand sa compagne, elle, s'en fout. Non, j'ai rien dit sur les femmes et la lecture de livres politiques. J'ai rien dit. Et ils finissent par être retrouvés, mais en réalité, ils n'ont jamais échappé à rien. Ils étaient découverts dès le début. Le journal intime de Smith, qu'il pensait pourtant avoir caché intelligemment, était trouvé dès le début. Sur la phrase glaçante que va prononcer Smith, « Nous sommes les morts », cette phrase va être reprise aussitôt par le télécran, « Vous êtes les morts ». Puis les soldats arrivent et arrêtent les deux tourtereaux qui ne peuvent opposer la moindre résistance. Les deux seront torturés séparément et Orwell ne laisse aucun espoir, aucune happy end. C'est l'horreur de la torture la plus froide qui commence. Smith et Julia, séparément donc, sont torturés, car criminels par la pensée, ce qui est vraiment pour moi l'horreur absolue et l'une des raisons pour lesquelles je suis terrifié par l'idée des puces d'Elon Musk, entre autres, que je peux apprécier par ailleurs, sans parler des problèmes au niveau de l'éthique humaine. Mais tout le monde semble s'en foutre aujourd'hui, mais si vous acceptez ça, acceptez que vos pensées puissent être contrôlées. Orwell nous a pourtant brillamment sommé d'éviter cela. Winston et Julia subissent donc des séances de rééducation dans la définition la plus horrible de ce terme
par celui que Winston pensait être de son côté, le fameux O'Brien, qui lui avait lui-même donné le livre de Goldstein. Donc, ça montre bien l'absence totale d'espoir. Les tortures durent jusqu'à l'annihilation complète de l'esprit humain, et au moment où Smith, brisé par l'utilisation de sa phobie contre lui, le rat finit par renier totalement Julia et à être totalement de nouveau reconditionné, mais de manière encore plus forte. Dans l'épilogue, il la retrouve dans un bar, le bar PMU, et toujours aucun espoir, ils se parlent froidement, s'avouent l'un l'autre s'être reniés et dénoncés, se séparent tout aussi froidement sans sentiment, et Winston n'attend plus que deux choses: les victoires de l'Océania, peu importe contre qui, peut-on parler d'une critique du patriotisme aveugle, et qu'une balle dans le dos. Encore une fois, on n'est pas sur un héros habituel, il n'attend que la mort, et par une balle dans le dos pour mettre fin à ses souffrances. On va dire que c'est peut-être un minuscule point positif que je vois à ce livre, parce que selon moi ça veut dire qu'une partie de lui, son instinct naturel, est toujours présent et se rend compte de l'horreur de ce qu'il est en train de vivre, mais que malheureusement on est tellement avancé dans cette déconstruction qu'il ne peut rien, et pourtant son instinct lui dit que ce n'est pas normal. Autre exemple de cela, Parsons, son voisin et collègue, un homme qui se voue corps et âme à la volonté du parti, est trop crédule pour avoir le moindre soupçon, même après avoir été arrêté. Lui aussi est arrêté pour crime par la pensée, car il criait à bas Big Brother dans son sommeil, avant d'être dénoncé par sa propre fille, et il ose en être fier. Parsons est partisan de la volonté du parti de retourner les enfants contre leurs parents, en les encourageant à les dénoncer au moindre écart, même après en avoir été lui-même victime. Les enfants sont notre espoir ou notre chute, tant ils sont manipulables, mais le naturel, le subconscient de Parsons dans son sommeil est donc resté invincible. Doit-on y voir un point positif où l'esprit, le naturel, est le plus fort? Selon moi, oui. Nous noterons le génie d'Orwell qui a prédit entre guillemets les moteurs de recherche, puisque quand Smith tape les numéros de journaux qu'il souhaite récupérer pour les modifier, ceci lui arrive physiquement par un tube. Il faut imaginer que ça tombe un peu comme ce qu'on voit dans Harry Potter. Et donc ça, voilà, c'est largement au-dessus de notre technologie, mais il a déjà imaginé les moteurs de recherche grâce auxquels Smith peut récupérer ces numéros. Et surtout, et plus impressionnant encore, il a prédit l'IA parlant de chansons composées, je cite, sans aucune intervention humaine, puis chantées par une femme pour les prolétaires. Je crois que c'est comme ça qu'il les appelle dans le film ou dans le livre. Il faut donc chérir la langue française, ses difficultés, ses subtilités, les manières, les formules de politesse, la tenue que l'on peut parfois trouver désuète aujourd'hui, retrouver tout ce qui est tenues et manières, non parce qu'il s'agit de rigidité, mais car cela fait partie de l'histoire de l'homme, qui a construit sa dignité à travers cela. On ne veut pas dire qu'on ne peut jamais les changer, mais il faut les connaître et savoir pourquoi on les pratique. Connaître ses coutumes, ses traditions, son histoire personnelle et celle de son pays est essentiel avant que de prétendre chérir celle des autres. Un exemple tout bête pour ceux qui chercheront désespérément à situer politiquement le podcast. L'histoire nous apprend que la nation est une notion née à gauche, quand aujourd'hui prononcer simplement le mot nation, nationalisme, vous fait passer pour un énorme facho d'extrême droite, quand plus personne ne s'intéresse même à la définition du mot fascisme. Et l'écologie est née à droite quand elle se trouve aujourd'hui accaparée par la gauche, ce qui est une grave erreur à tout point de vue. C'est enfin, selon moi, un ouvrage qui doit nous permettre de positiver, de nous rendre compte que tout n'est pas si noir, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire mieux, mais se rendre compte de la chance que l'on a de vivre dans le plus beau pays du monde. Osons le dire, participer
à son nouvel embellissement plutôt que de l'enlaidir par nos actes, et c'est parfois pire, par de vils commentaires de haine d'un côté comme de l'autre, encore une fois sur les réseaux. Profitez du beau, ajoutez-en à ce monde par vos actions auprès de vous-même, de vos proches, d'un inconnu dans la rue, quand l'occasion se présente de l'aider. Ne laissez jamais votre vocabulaire s'appauvrir et faites tout pour rester bon en orthographe ou progresser si ce n'est pas le cas. Pour reprendre une horrible expression, si vos oreilles sont chastes comme les miennes, ce n'est pas si pire. Mais battons-nous, restons vigilants afin que notre monde ne ressemble pas davantage à celui d'Orwell. Ce n'est pas pour rien que le coq, symbole de vigilance, est l'emblème de notre pays. Nouvelle ritournelle. Troisième partie. Un article scientifique d'éducation. Premier podcast, comment apprendre efficacement. Je vais vous faire un mini résumé là aussi d'un livre qui s'appelle Make It Stick, The Science of Successful Learning by Brown, qui est un chercheur en sciences cognitives, Rudiger, un psychologue et analyste des faux souvenirs. Vous pouvez vous intéresser sur Google à l'effet Mandela, et McDaniel, chercheur en psychologie et en sciences de l'apprentissage. Donc, comment apprendre en 10 étapes? Puis nous ferons un petit bilan. La première étape, vous devez embrasser la difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous avez à faire d'efforts, et mieux c'est. Plus vous avez à faire d'efforts, et plus il vous faudra apprendre. N'ayez pas d'illusions sur le savoir. On va voir tout ce que l'on appelle les neuromythes. Connaître superficiellement un sujet n'est pas le maîtriser. Vous savez, c'est normal, vous ne pouvez pas être des maîtres dans absolument tous les domaines, il faut savoir le reconnaître et ne pas confondre donc la familiarité de loin avec un sujet, le connaître en surface et le maîtriser parfaitement. Pour apprendre, il faut récupérer, c'est-à-dire travailler régulièrement. On va en reparler en conclusion, mais quand vous voulez apprendre un sujet, il faut le relire à J1, J2, J7, J14 et J30. Et là, vous pourrez connaître votre sujet. Il faut, et c'est l'un des points les plus importants, vous faire des tests. C'est comme cela qu'on apprend le mieux. Ce n'est pas en faisant des fiches stabilotées de partout, même si vous pouvez le faire, mais ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui va marcher le mieux, c'est de vous faire des tests. Vous vous inventez des petits quiz et c'est comme cela, en voyant vos résultats, vos erreurs, que vous allez le mieux apprendre. Pour prendre un exemple personnel, lorsque je faisais médecine, je n'apprenais que les tests. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est ce que je faisais le plus plutôt. Voilà. Je faisais aussi les petites fiches stabilotées de toutes les couleurs, mais surtout je faisais plein de tests. Enfin, on a dit qu'on allait en parler avec les neuromythes. Vous entendez parfois peut-être qu'il y a des profils visuels, auditifs, mes couilles, c'est faux. On a finalement découvert qu'il n'y a pas de style d'apprentissage. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser plusieurs styles d'apprentissage. Vous avez une leçon à apprendre par cœur, à comprendre, ce qui est encore mieux. Vous la faites une première fois en la lisant, vous l'enregistrez, vous l'écoutez, et ensuite vous la pratiquez physiquement si cela est possible. Il faut donc augmenter vos capacités à comprendre, encore une fois, d'un point de vue technique, les choses que vous voulez apprendre. Vous allez devoir élaborer, donc trouver différentes façons d'apprendre et de faire rester le sujet que vous devez connaître dans votre mémoire à long terme. On pourrait parler de tous les styles de mémoire, on en parlera peut-être une prochaine fois. Pour cela, vous allez devoir générer des questions. On a parlé des quiz, mais ça y ressemble grandement. Inventez-vous des espèces de puzzles dans votre tête, dans votre cerveau. On pourrait parler de toutes les techniques
très poussé que l'on voit si vous êtes fan de Sherlock Holmes avec le palais mental, mais c'est un peu l'idée. Vous devez être capable de retrouver sur un chemin les informations que vous avez apprises. Il faut que vous soyez enfin capable de mesurer vos progrès, car cela va vous motiver, vous discipliner, ce qui est bien mieux que la motivation, à continuer vos apprentissages, à avoir ce que l'on appelle en anglais des feedbacks très fréquents sur vos apprentissages, vos erreurs, puisque l'on apprend très souvent par essai-erreur, d'où le fait de ne pas laisser les élèves dans l'erreur par pseudo-bienveillance. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, on va demander aux élèves, à vos enfants, qui que ce soit, de résumer à l'oral ce qu'ils ont appris en 30 secondes. C'est ce que je fais à la fin de chacun de mes cours. Et on peut aussi les faire discuter avec un autre ou avec vous si vous le souhaitez, leur demander de vous leur donnez la leçon et vous leur demandez d'expliquer ce que chaque point de la leçon veut dire. C'est comme cela que l'on retrouve, que l'on élabore le mieux ses connaissances. Enfin, parents, même si je sais que ça n'est pas toujours facile, il faut utiliser l'humour. Parce que on apprend toujours mieux quand on a passé un bon moment avec une petite blagounette par-ci par-là. Voilà, c'est comme cela qu'on apprend le mieux. Si vous êtes trop sérieux ou encore pire, on l'a tous déjà fait, que vous finissez par vous énerver parce que vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant, votre élève n'a pas déjà compris, n'a pas déjà appris, ne connaît pas déjà par cœur ce qu'il doit apprendre, ça pose souci, il n'apprendra pas, il ne prendra pas de plaisir et ça va être catastrophique. Si vous en arrivez là, passez à autre chose, vous reviendrez dessus plus tard quand tout le monde sera plus reposé et capable d'en parler à nouveau calmement. Voilà. Donc, pour les neuromythes, sachez que vous utilisez 100% de votre cerveau, contrairement à ceux qui vous disent que vous n'utilisez que 10%, simplement nous n'utilisons pas les 100% de notre cerveau en même temps. Vous ne pouvez pas apprendre en dormant, ça ne sert à rien de faire là aussi ce que je faisais quand j'étais en médecine, de vous mettre un casque qui vous repasse les cours de la journée, ça ne sert à rien. La nuit est très importante parce que le cerveau va reconstituer les apprentissages de la journée, mais vous n'apprendrez pas de nouvelles choses en dormant. Il n'existe pas de style d'apprentissage, nous l'avons déjà dit, mais vous devez en utiliser plusieurs. Vous pouvez encore apprendre, ne pensez pas qu'il n'y a que les enfants qui peuvent apprendre. Comme disait Raymond DeVos, je suis un génie tardif ou quelque chose comme ça, je n'ai plus la citation exacte, je lui demande de me pardonner de là où il est. Les moyens mnémotechniques sont évidemment exceptionnels pour apprendre, les associations sont très utiles et très efficaces. Évaluez-vous, faites-vous des questionnaires, c'est ce qui marche le mieux. Avant de travailler, représentez-vous mentalement la tâche. Revoyez votre leçon, ce que vous devez connaître à J0, J1, J2, J7, J14 et J30. Et le mouvement peut vous aider surtout dès que vous avez un peu de somnolence. Dès que vous ressentez un peu de fatigue, que vous sentez que votre cerveau part dans tous les sens et ne parvient plus à se concentrer sur une seule chose, puisque là encore un neuromythe, notre cerveau est monotâche. N'écoutez pas les femmes ou les enfants qui vous disent qu'ils savent faire plusieurs choses en même temps, c'est faux. Nous pouvons passer très vite d'une chose à une autre, ce qui donne l'impression parfois d'être multitâche, mais le cerveau n'est capable de faire qu'une chose à la fois. Encore un petit jingle avant de passer à la partie suivante. Une nouvelle positive, on va aller très vite. Nouvelle rapportée par 20 minutes. Dans le Calvados, 5 dauphins échoués sont sauvés par des gendarmes. Le Calvados n'est donc pas qu'un alcool ou un fromage imbibé d'alcool, c'est un département normand jouxtant la Manche. Et voilà, c'est sympathique, 5 petits dauphins échoués sauvés par des gendarmes, ça veut dire qu'il y a des dauphins chez nous, déjà.
et que les gendarmes ont réalisé une belle action. C'est cool. Et c'était rapide, puisque l'on arrive déjà à 1 heure et que je vous avais dit que je voulais un podcast d'1 heure. Nouvelle ritournelle. La citation à retenir. Il y a 1000 fois plus d'honneur à revivre qu'à survivre. Je répète, il y a 1000 fois plus d'honneur à revivre qu'à survivre. Bernanos, Première Guerre mondiale, il était résistant. Deuxième Guerre mondiale, résistant de loin mais résistant quand même. Lors de la seconde, cette citation est tirée des Enfants humiliés, un journal de 1930-1940. Je répète une troisième fois cette citation. Il y a 1000 fois plus d'honneur à revivre qu'à survivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le combat sera dur, sera rude, mais qu'il en vaut la peine. Nous allons faire revivre cette belle éducation, cette belle communauté éducative soudée autour du bien-être des enfants, de leur apprentissage, du fait de les pousser le plus loin possible pour qu'ils soient aussi heureux que possible. Partie 6. Question personnelle. Vous sentez peut-être que je commence à fatiguer. C'est pas si évident que ça, mais vous allez voir que je vais tout faire pour progresser d'un podcast à l'autre. Nous arrivons à 1 heure de podcast. Partie 6, donc une question personnelle. Premier podcast, évidemment pas de questions personnelles, mais nous allons parler du logo. Le bretzel. Pourquoi le bretzel? Parce que je suis un Alsacien et qu'en Alsace, les voyelles, elles sont arrondies et les consonnes, on les fait claquer. Voilà pour un accent alsacien justement claqué. Le chien, parce que tout simplement j'adore les chiens et que le chien domestiqué n'est pas un gros mot. Si nous voulons faire société, il nous faut un poil de domestication. Les anarchistes au sens le plus extrême du terme, pas vraiment ma définition de faire société. Le loup sauvage, d'ailleurs, qui lui fait face, a beau être sauvage, sa société est extrêmement hiérarchisée. C'est mon animal préféré, mon animal totem, pour parler de quelque chose qui ne vient pas du tout de notre culture. Il représente bien le fait que, contrairement à ce que certains vous disent, la nature est dure, rude, violente, déteste le vide, et que pour l'affronter au mieux, il nous faut rester ensemble, soudés dans une grande famille hiérarchisée. Je vous parlerai la semaine prochaine de l'ouvrage Wolf Within, où vous comprendrez tout ce que je veux vous dire sur le loup et ce que l'on peut en tirer pour une société humaine bien plus saine. Le drapeau français, ou en tout cas les couleurs tricolores, parce que bon, pour moi c'est une évidence, mais étonnamment c'est pas le cas pour tout le monde. On est en France, j'aime ce pays, point, c'est tout. Les gants de boxe, car il nous faudra savoir encaisser et rendre les coups. Nous allons devoir lutter littéralement contre le nihilisme qui menace plus que jamais ce pays. Enfin, nous avons des montagnes à gravir au sens propre pour nous ressourcer quand le besoin s'en fera sentir, et au sens figuré pour hisser ce podcast et les valeurs saines que j'y défendrai au plus haut. Dernière partie. Le mot de la semaine, croquant. Ah, toi t'es trop craquant. Non, pas du tout. C'est le mot croquant. Qu'est-ce qu'un croquant? Les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés. Ça vous ne vous y attendiez pas, je suis sûr. Donc, qu'est-ce qu'un croquant? Dans la chanson de notre cher Brassens, le croquant, c'est tout simplement l'homme du peuple. Et du coup, vous avez appris un mot. Un croquant, c'est quelqu'un. Maintenant, quand vous vous baladerez au marché pour aller acheter des choses fraîches et locales, vous direz, j'ai rencontré nombre de croquants auxquels j'ai fait
avec lesquels j'ai fait de merveilleuses emplettes. Conclusion de ce podcast. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux, d'enrichir leur monde en permanence, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, etc., vous le savez, et de communiquer avec son prof. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, 99% des profs sont des gens très sains avec lesquels vous allez pouvoir communiquer sur votre enfant, son éducation, au sens noble du terme. Notre rôle à nous, profs, il est bon de le rappeler, est d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles. Plus tard, majeur, s'il veut sortir de ces lois naturelles, ce sera sa décision. Mais pour l'heure, il est mineur, il est inadmissible de leur matraquer le crâne avec des lubies politiques, une peur, une angoisse excessive pour le climat que certains, je vous connais, je vous vois, vous transmettez à vos élèves. Nous devons leur donner les moyens et l'envie d'affronter le monde. Le monde est compétitif, n'en déplaise à certains. Nous en reparlerons encore une fois avec la société des loups sur laquelle nous devrions prendre exemple, sans les faire entrer trop tôt dans le libéralisme-capitalisme. Vous croyez peut-être que c'est un clivage droite-gauche, je vous réponds, les deux faces d'une même pièce, deux idées immensément destructrices pour les enfants, pour leur âme et pour nos âmes, je n'hésite pas à l'affirmer. Il est bien trop tôt pour en parler aux enfants mineurs. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être, avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative, apprenons-leur à être, je le répète. Donc la communauté éducative, je le répète aussi, ce sont les psychologues, tous les médecins, les professeurs, les parents et les enfants. Et enfin, ce sera notre plus bel objectif, sans les aiguiller, plus que vers le respect des lois de la nature, nous devons leur apprendre à savoir devenir. C'est à nous de leur apprendre ceci ensemble. Je termine ce podcast qui peut-être a été un peu laborieux sur la fin, je m'en excuse. Je vous ai dit, ce podcast va devoir être un point d'amélioration pour moi également, où je vais devoir apprendre à mieux structurer ma pensée pour être capable de parler seul pendant 1 heure. On va là dépasser l'heure et arriver à 1h10. J'ai l'habitude de parler des heures et des heures avec mes élèves, à mes élèves, de les écouter, mais c'est vrai que cet exercice du podcast, si vous voulez essayer avant de vous foutre de ma gueule, est plus difficile qu'on pourrait le croire. Je termine donc ce podcast en remerciant énormément les podcasts de Papacito et du Raptor, donc le podcast Burger Ring et le podcast 10 000 pas, qui ont permis l'évolution de ma pensée pour avant tout retrouver le goût de l'effort, avoir une haute pensée élitiste, nous en avons parlé, sortir de la médiocrité et surtout ne pas la glorifier. Je remercie aussi grandement les ouvrages de l'abbé Raffray et tous les ouvrages de Julien Rochdy qui ont permis mon retour à la spiritualité et de trouver, je vous l'avais promis, le courant politique dans lequel je m'inscris, auquel je souscris entièrement, on va dire, ce qui ne veut pas dire que je ne changerai jamais, car je suis ouvert à discussion et progression, mais en revanche, je ne changerai jamais de valeur et je garderai, quoi qu'il en soit, la nature au centre. Et donc ce courant politique, quel est-il ? Je vais l'appeler écologie conservatrice ou, comme dirait Julien Rochdy, que je remercie grandement pour ses ouvrages qui m'ont tellement ouvert l'esprit, une écologie reconstructrice aujourd'hui. Nous développerons, bien sûr, mais ceux qui ne sont pas capables de supporter ça, qui refusent viscéralement, vos viscères vous envoient un signal vous disant qu'il y a un souci, que vous n'êtes pas sain et que vous devriez être au moins capable d'écouter une opinion différente de la vôtre, mais vos viscères se retournent parce que c'est trop dur pour vous d'écouter d'autres opinions, parce que malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Et si vous êtes comme ça, vous pouvez partir. Nous sommes tous influencés, donc tous les gogols qui me disent influencés par les noms que j'ai cités, vous pouvez aussi partir et il ne restera que la communauté éducative solide qui cherchera à progresser, à discuter avec moi
et vous serez peut-être capable de me faire changer d'avis. Voilà, nous allons travailler ensemble. C'est un travail que nous allons mener ensemble pour construire la communauté éducative la plus solide de France, pour une éducation de la future France solide, mentalement, physiquement, hormonalement, voire spirituellement même. Dieu sait justement qu'on a du boulot. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux que je vais mettre en place au plus tôt, et je vous remercie grandement de votre écoute. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur.